Bonsoir, chers téléspectateurs, et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission hebdomadaire Zoom Sur. Ce soir, nous discuterons du développement agricole. On parlera agriculture avec ses différentes filières et typologies. Nous évoquerons la politique agricole, la souveraineté alimentaire, les systèmes de production pluviale et irrigués, les défis auxquels le secteur agricole est confronté et des perspectives de ce secteur vital pour l'économie nationale. Pour cela, nous vous avons invité sur ce plateau quelqu'un qui sait séparer le bon grain de l'ivraie, un cadre bien connu du département. Il s'agit de Mohamed Ahmed Bonnan, le conseiller du ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, chargé du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, SILS. Bonsoir et bienvenue à ce plateau, Monsieur Mohamed. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, pouvez-vous nous parler du potentiel agricole de notre pays, notamment celui du pluvial? Merci. Tout d'abord, je remercie la télévision nationale de m'inviter sur ce plateau de l'émission Zoom. Je voudrais tout d'abord dire que notre potentiel agricole, comme tout pays, est un potentiel assez important. Le potentiel cultivable en terre aménageable sur les différentes typologies se présente comme suit. Nous avons les terres de la Chamama qui sont irrigables directement à partir du fleuve, qui tournent autour de 135 à 150 000 hectares. Nous avons un potentiel pluvial, toutes typologies confondues, c'est-à-dire les cultures sèches, les cultures derrière barrage, les cultures des crues et des berges, des oueds et des fleuves, qui tournent autour de 500 000 hectares, bien que réellement toutes les terres aménageables, enfin toutes les terres sont irrigables, donc peuvent être cultivées si la disponibilité en eau existe. De toutes les manières, nous avons aussi les cultures sous palmiers qui représentent environ, pour le moment, environ 16 000 hectares. Ces différentes typologies, en réalité, sont extensibles dans la mesure où l'on pourrait disponibiliser des quantités d'eau suffisantes pour les cultiver. Parce qu'aujourd'hui, les technologies existent pour exploiter tout type de sol, mais aussi on arrive aujourd'hui à cultiver hors sol. Et donc le problème de terre n'est plus un facteur limitant pour l'agriculture dans le monde. En Mauritanie, nous avons, c'est vrai, les cultures traditionnelles qui sont les cultures pluviales sèches, sous pluie, et les cultures derrière barrage, les cultures sous palmiers et les cultures dans les dépressions et sur les berges des oueds et des fleuves, qui constituent réellement les cultures pluviales au sens large. Ça, c'est du point de vue potentiel, comme vous avez demandé. Les cultures irriguées dans la Chamama, au niveau du fleuve, sont essentiellement consacrées à la riziculture irriguée, à la polyculture, parce que certains pratiquent aujourd'hui des cultures de maïs irriguées, les cultures foragères irriguées, et beaucoup de maraîchage aussi est pratiqué dans la vallée du fleuve Sénégal et dans les différents affluents du fleuve Sénégal et les chenaux qui en sont tirés. Dans le domaine du pluvial, quels sont les différents systèmes de production et les filières disponibles pour le moment? Notre système de culture pluviale est divers et varié. Comme j'ai dit, nous avons la bande soudano-sahélienne dans laquelle sont pratiquées essentiellement les cultures sèches, les cultures sous pluie sensus stricto. Et ce sont essentiellement des cultures de sorgho, de maïs, de niébé, de petit mil, comme on l'appelle, le fonio, le haricot, le niébé, comme on l'appelle,
et parfois aussi des arachides. Ça, c'est pour ce qui est des cultures sous pluie qui dépendent de la pluviométrie, de l'arrivée des pluies et sont généralement très affectées par les retards ou la raréfaction des pluies. Nous avons les cultures derrière barrage, qui sont des cultures de crues où, en général, les cultures pratiquées sont essentiellement du sorgho et du blé et du haricot niébé. Nous avons les cultures sur les berges des fleuves et zoued, où en général sont pratiquées les cultures de sorgho et les cultures d'arachide. Et nous avons, et de niébé bien entendu. Et nous avons les cultures aussi dans les cuvettes et les mares, où en général on cultive aussi le sorgho et parfois du blé. Nous avons les cultures sous palmiers qui sont en général des cultures irriguées, où on pratique en général les cultures du blé et de l'orge. Les cultures de sorgho, en général, sont pratiquées dans les cultures sous pluie sur environ des superficies qui, selon la pluviométrie, peuvent varier de 130 000 à 280 000 hectares. Sur le potentiel, comme on a dit, qui est d'environ 500 000 hectares. Et nous avons environ des barrages qui ont été construits depuis toujours, enfin depuis qu'on a commencé à construire des barrages en Mauritanie, c'est-à-dire depuis le milieu des années 40. Jusqu'à aujourd'hui, nous devons avoir à peu près 2700 à 2800 barrages. Mais ces barrages connaissent parfois des retards de remplissage, des taux de remplissage variés et ne sont pas toujours exploités. Et ces derniers temps, nous avons connu une sécheresse qui a mis en péril les cuvettes de certains barrages qui ont été envahis par l'ensablement ou qui ont été envahis par des arbres et donc qui demandent des travaux de réhabilitation et parfois aussi quand les crues des zoued sont très fortes, les ouvrages peuvent connaître des destructions ou des endommagements et qui demandent donc des réhabilitations physiques et des travaux assez conséquents. De façon plus précise, Monsieur le conseiller, quelle place du pluvial dans la politique générale du gouvernement en matière d'agriculture, de développement agricole? Bon. Le gouvernement accorde une place importante à la culture, aux cultures pluviales. D'abord parce que c'est une typologie de culture qui occupe une très grande partie de la population et un nombre très élevé d'agriculteurs. Parce que c'est une typologie de culture qui est pratiquée dans beaucoup de zones et qui est aussi pratiquée par une frange de la population comptant parmi les plus démunis. Et de ce fait, le gouvernement accorde une très très grande importance à ce type de culture parce que d'abord les actions menées par le gouvernement en faveur de cette activité sont divers, variés, soutenus, permanents et permettent bon an mal an de cultiver des superficies assez conséquentes et de maintenir un niveau de production capable de procurer à ces populations leurs moyens de survie au minimum. Cependant, ce qu'il faut remarquer, c'est que cette typologie de culture est peut-être la moins productive du point de vue de rendement par unité de surface. Et cela se traduit souvent par des difficultés de subvenir au-delà de leurs besoins immédiats à autre chose, parce que les productions sont peu commercialisées et les producteurs arrivent souvent à produire juste ce qui est suffisant pour leur survie. Cependant, le gouvernement multiplie les actions pour
leur permettre d'avoir une plus grande productivité. Il y a une batterie d'actions qui sont menées par le gouvernement. D'abord, le renouvellement des semences qui, après plusieurs années d'exploitation, deviennent plus faibles de productivité. Et souvent, le gouvernement met en place des programmes de renouvellement des semences pluviales pour l'augmentation de la vigueur de ces semences. Le gouvernement aussi met en place un ensemble de vulgarisateurs pour le conseil agricole et pour permettre à ces populations d'améliorer leur technicité et donc de pouvoir produire plus. Nous avons aussi des actions en faveur de ces populations pour étendre leur superficie grâce à d'abord un programme qui a été lancé depuis très longtemps et qui continue, c'est la mécanisation intermédiaire par l'introduction de charrues à zine et les charrues à bœuf. Et aujourd'hui, avec l'introduction de la mécanisation beaucoup plus motorisée, avec des tracteurs et du matériel aratoire assez important. Dans le cadre de ces efforts visant à la promotion des cultures traditionnelles, quelle place est allouée à la vulgarisation? Bon, la vulgarisation, c'est le nerf du développement agricole. Et le gouvernement ou le ministère accorde une place importante au conseil agricole à travers l'introduction de nouvelles techniques culturelles à travers le conseil agricole qui est fourni par les vulgarisateurs aux producteurs. Et ce système est véhiculé par un ensemble de vulgarisateurs répartis dans toutes les zones de production, épaulés par des inspecteurs départementaux dans les Muqata'a, et le tout est encadré par les délégations régionales au niveau des wilayas. Et ce conseil agricole s'appuie sur l'introduction de techniques culturelles innovantes, mais aussi il s'appuie sur l'introduction d'un matériel qu'ils mettent à la disposition des producteurs et leur montrent son utilisation ou sa bonne utilisation pour en tirer le maximum de profit. En fait, le système de vulgarisation est un système d'encadrement des producteurs qui tend à leur enseigner les bonnes pratiques et à les guider pour l'amélioration de leur productivité. Vous évoquiez tout à l'heure une augmentation des superficies mises en valeur ces dernières années. Quel est l'impact de cette augmentation sur la production elle-même? Très bien. L'augmentation de la superficie, elle s'opère à travers deux choses fondamentalement. Elle s'opère d'abord parce que nous connaissons un regain de pluviométrie plus important et nous mettons en place un système d'appui aux producteurs pour avoir un matériel aratoire qui va alléger leur travail et qui va leur permettre de travailler plus de superficie en moins de temps. Cette année, à titre d'exemple, et cela se passe pratiquement toutes les années, le ministère a introduit 1700 charrues à zine. Donc, c'est en fait la mécanisation qui permet de multiplier les surfaces parce qu'elle permet d'alléger le travail des producteurs et donc leur permet d'augmenter leur superficie et donc d'avoir plus de superficie disponible à emblaver. La même chose, quand il y a une pluie abondante, les superficies qui sont cultivables sont plus larges. En fait, aujourd'hui, on reconnaît que ce sont les événements climatiques qui ont une grande influence sur les cultures pluviales. Parce que, en fait,
la culture pluviale, sensu stricto, dépend essentiellement de la pluviométrie. Quand la pluviométrie est importante, les producteurs essaient d'emblaver les plus grandes superficies possibles. Avec l'aide du gouvernement, la mécanisation qui est fournie aussi permet de travailler plus vite et donc de labourer beaucoup plus de superficie en un temps plus court. Et là, ça permet de faire plus de superficie. Effectivement, cela se traduit par une augmentation de la production. Et c'est pourquoi je disais que suivant les années, on peut aller d'une superficie de 130 à 150 hectares jusqu'à 280 ou 300, même jusqu'à 350 hectares par an, selon la pluviométrie et selon la disponibilité en matériel aratoire et donc la disponibilité des producteurs à travailler le sol. Et vous évoquiez tout à l'heure les dispositions prises pour le développement de certaines filières. Qu'en est-il de la filière des semences particulièrement? Pour la filière sémencière, je pense que le système mis en place est un système qui repose essentiellement sur le renouvellement des semences périodiquement pour éviter la dégénérescence du patrimoine génétique. Ce renouvellement, il est accompagné par une action de contrôle de qualité et donc suivi permanent. Et nous avons un centre de contrôle des semences au niveau de la recherche agronomique qui supervise tous les établissements semenciers. Aujourd'hui, nous avons 42 établissements semenciers qui produisent de la semence de riz. Et donc, mais depuis quelques années, l'interprofession de production de semences aussi a commencé à s'intéresser aux semences sur le pluvial et donc elles sont intégrées dans le programme de renouvellement des semences afin d'éviter les pertes dues à la dégénérescence du patrimoine génétique. Mais je pense que depuis que les années de sécheresse ont sévi en Mauritanie, nous avons aussi procédé à l'introduction de deux programmes. Un programme qui tend à mettre en place des semences de courte durée sur le pluvial pour éviter les arrêts impromptus et brutaux des pluies en cours de saison de production. Et donc, ce sont des semences de sorgho qui, en général, ont un cycle végétatif de moins de 70 jours, alors que le cycle normal est de 90 jours ou 120 jours. Et ce sont des semences de variétés souvent appelées chouetra. Et les paysans commencent à les appeler liqath, donc le secours, parce qu'elles arrivent à maturité en milieu de saison de production. Nous avons aussi introduit d'autres variétés de sorgho de plus grande productivité et donc qui peuvent doubler, voire tripler le rendement en sorgho d'un champ qui, en général, pour les cultures pluviales, ne dépassait pas les 350 kg à l'hectare. Aujourd'hui, on arrive à introduire des variétés de sorgho en culture sèche qui peut arriver jusqu'à 900 ou 1000 kg à l'hectare. L'objectif escompté de toutes ces politiques-là, c'est l'atteinte de la souveraineté alimentaire. Où en est-on par rapport aux objectifs visés? On sait qu'au niveau de la riziculture, on dit que le taux est de 97% pour la saison écoulée. Qu'en est-il justement sur ce plan? De toutes les manières, les
les restants... On n'a pas encore évoqué le secteur rizicole qui est extrêmement important. Mais... Oui, oui, tout à fait, absolument. Je pense que c'est vrai, nous sommes maintenant confrontés à un dilemme extrêmement important et nous sommes contraints aujourd'hui à réellement nous positionner pour assurer notre souveraineté alimentaire de façon permanente. Et cela, comme vous le savez, découle des récentes situations qui ont provoqué des problèmes énormes dans le monde et qui ont bousculé les consciences parce que la raréfaction des ressources peut provoquer des pénuries énormes. Et donc, tout État est tenu de réfléchir de façon sérieuse à assurer sa souveraineté alimentaire. Assurer sa souveraineté alimentaire, c'est-à-dire à pouvoir produire tout ce dont il a besoin. Produire tout ce dont il a besoin, il faudrait nécessairement mettre en œuvre des programmes et des stratégies capables de lui assurer d'arriver à cette souveraineté alimentaire tant convoitée par les nations sérieuses. La mise en place de ces stratégies et de ces programmes doit s'accompagner d'une volonté aussi et d'une mobilisation constante de tout le monde. Cependant, nous avons les outils pour y arriver. Nous avons les capacités d'y arriver et nous avons la volonté qui est affichée pour y arriver. Et il faudrait nécessairement que nous mettions en œuvre ces stratégies et ces programmes pour parvenir à nos objectifs. Il s'agira nécessairement de mettre en place les superficies nécessaires, de les aménager, d'y apporter les intrants nécessaires, y compris l'eau, y compris les technologies. Aujourd'hui, nous savons que beaucoup de nations sont arrivées à assurer leur sécurité alimentaire et leur souveraineté alimentaire grâce aux nouvelles technologies. Les technologies aujourd'hui permettent de produire ou de surproduire à partir de rien du tout, sans sol, il faudrait juste mettre en place les batteries nécessaires d'intrants pour pouvoir produire tout ce dont on a besoin. Les exemples ne manquent pas. Cependant, il faudrait aussi que tout le monde se mette au travail. Je regrette beaucoup que notre jeunesse n'est pas encore très impliquée dans l'agriculture et cela pourrait constituer un lourd fardeau parce qu'il faudrait que la jeunesse soit mobilisée dans les secteurs productifs et surtout dans l'agriculture, l'élevage et tout ce qui est de nature à assurer cette souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, nous sommes parvenus, grâce à des efforts énormes qui ont été consentis sur une longue période, à arriver à environ 100% presque de besoins en riz, et cela est louable, et nous pouvons le faire pour toutes les autres productions. Il suffit de s'y mettre et de s'engager, et ce n'est pas la terre qui va refuser. Et quelles sont les principales actions entreprises pour désenclaver justement les zones de production, que ce soit rizicole ou pluviale? Bon, actuellement, je pense que le désenclavement est une activité permanente. Le gouvernement a depuis toujours un programme d'équipement rural, aussi bien dans les zones pluviales, dans les zones oasiennes qui sont en général très difficiles à cause des montagnes, et dans les zones aussi du fleuve, où en général pendant la saison des pluies, les routes sont souvent peu praticables. Le gouvernement a toujours un programme d'équipements ruraux pour aussi bien réaliser
les aménagements hydro-agricoles, réaliser le désenclavement, aussi bien par les routes bitumées et les pistes rurales et les pistes améliorées pour que les zones de production soient accessibles. Cela permet de ravitailler les zones de production plus facilement, mais aussi d'écouler la production de façon aisée. Je pense que le désenclavement doit être une activité continue parce qu'à chaque période, il va y avoir des événements qui vont provoquer des perturbations sur le réseau, que ce soit même le réseau bitumé ou les pistes rurales. Et cela demande des interventions permanentes. Et les brigades de génie rural et les brigades de l'équipement sont disponibles et ont toujours intervenu pour réaliser le travail en temps nécessaire. Et en matière d'électrification? Bon, le gouvernement a entrepris depuis quelques années, je crois 2019, ces 5 dernières années, un programme d'électrification rurale au niveau de la vallée pour améliorer la desserte en électricité de tous les périmètres agricoles dans la zone du fleuve. Cela s'est traduit par une progression du taux d'électrification aujourd'hui, parce que cette électrification est nécessaire dans la mesure où l'électricité est disponible. Nous avons des lignes de haute tension et de moyenne tension qui traversent la vallée et qui desservent les périmètres agricoles. Tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'aujourd'hui, grâce à cette desserte en électricité, les périmètres qui ont accès à l'électricité ont diminué au minimum 30% à 35% leur compte d'exploitation et donc qui sont dans des marges de rentabilité assez importantes. Dans le domaine des défis auxquels le secteur est confronté, on évoque souvent le problème de commercialisation, le problème de stockage. Qu'est-ce qui a été entrepris dans ce cadre? Oui, ça c'est un problème qui ne se pose peut-être plus pour le riz parce que grâce à la politique qui a été menée ces dernières années, il existe aujourd'hui un nombre important de rizeries dans la zone du fleuve qui ont capacité à traiter et à usiner tout le riz produit. Mais c'est un problème qui se pose avec beaucoup d'acuité pour les productions maraîchères et pour les fruits et légumes d'une manière générale pour l'horticulture, parce que nous avons, en dehors de la zone de l'Aftot Sahli qui bénéficie de l'influence océanique, nous avons des zones qui produisent essentiellement pendant la période fraîche, c'est-à-dire la période de l'hiver. Et les productions sont périssables, hautement périssables, parce que quand même, c'est des productions fragiles et donc qui ont besoin de moyens de stockage assez particuliers, surtout le froid, et qui n'est pas encore disponible. Nous avons remarqué aujourd'hui qu'il y a une usine de froid qui a été inaugurée et qui va permettre d'aider, mais ce n'est que partiellement. Nous estimons que les besoins sont à réaliser à proximité des zones de production pour que les productions soient stockées dans de bonnes conditions immédiatement après la récolte et prélevées au fur et à mesure des besoins du marché. Les besoins en stockage vont crescendo avec l'augmentation de la production. Nous estimons que probablement nous allons, dans les années à venir ou dans les saisons de production à venir, connaître une progression nette de la production maraîchère, parce qu'aujourd'hui, nous avons, en plus du système traditionnel
de petits et moyens producteurs maraîchers, nous avons un secteur privé qui prend goût à cette production maraîchère et qui commence à alimenter conséquemment le marché au niveau de Nouakchott surtout, et donc qui commence à concurrencer les importations, et donc il aura certainement besoin de moyens de stockage à proximité des zones de production pour pouvoir stocker les surplus momentanément jusqu'à ce que le marché en ait besoin. Justement, vous savez mieux que moi que l'atteinte de la souveraineté alimentaire n'est pas que l'affaire de l'État, mais aussi du secteur privé. Quel genre de partenariat pourrait-il exister pour que le secteur public, le secteur privé contribue à l'atteinte de cet objectif, et quel est l'apport du secteur privé dans ce domaine? Le privé est crucial et fondamental. L'État ne cultive pas, l'État ne produit pas, l'État apporte les solutions pour que les gens cultivent. Depuis très longtemps, l'État était focalisé sur les petits et moyens producteurs, que ce soit au niveau des cultures pluviales que du maraîchage. Abstraction faite du riz. Quand le secteur privé s'est intéressé au riz, la progression a été nette et rapide. La même chose, depuis que le secteur privé commence à s'intéresser à la production maraîchère, horticole, la progression est assez conséquente et va connaître des progrès parce que nous avons un secteur qui permet de produire pour les besoins du marché national, mais qui aussi a vocation à produire pour le marché extérieur. Parce que nous avons aujourd'hui au moins un produit phare qui est très exporté, qui est la pastèque, mais nous ne sommes pas obligés d'en rester là. On a une gamme d'autres produits pour lesquels nous avons des avantages comparatifs par rapport à d'autres, et nous avons des avantages par rapport à notre position géographique, par rapport aux grands marchés européens, ouest-africains, pourquoi pas américains, parce que notre position géographique nous permet de nous positionner sur beaucoup de marchés et pour lesquels nous pouvons avoir des avantages comparatifs par rapport à d'autres producteurs. Il suffit de s'y mettre, il suffit d'y croire et il suffit de trouver les outils nécessaires pour progresser. Et donc, je pense personnellement que quand nous aurons suffisamment encouragé la production de nos besoins pour assurer notre souveraineté alimentaire, nous aurons aussi le loisir d'encourager des productions commerciales, d'exportation qui seront très, très porteuses. Nous savons aussi la place du maraîcher dans la souveraineté alimentaire. Quelles sont les initiatives prises pour développer justement cette filière maraîchère? Les initiatives prises se résument, en fait, elles se positionnent par rapport à ce qu'on faisait auparavant. Depuis toujours, la Mauritanie a toujours encouragé les petits et moyens producteurs par l'apport de semences, par la distribution d'engrais, enfin de tous les intrants, le matériel agricole, les outils aratoires pour les petits et moyens producteurs. Mais depuis 2019, durant ces 5 dernières années, un accent particulier a été mis sur la production intensive de fruits et légumes en Mauritanie. Et les actions ont d'abord consisté en la vision stratégique qui a été améliorée et en partenariat avec le patronat national pour l'encourager à investir ce domaine. Et des mesures phares ont été prises par l'État. L'État a pris la mesure de diminuer drastiquement la taxe douanière sur l'importation aussi bien du matériel agricole que des intrants pour les ramener de 39 ou 37% à 3,53%, c'est-à-dire 3 fois rien. Et donc cela a encouragé les promoteurs à importer tout ce dont ils ont besoin. L'État a subventionné les semences
améliorer, les semences de qualité, les semences hybrides au profit des producteurs. L'État a subventionné les engrais composés qui n'entraient pas dans la gamme des engrais subventionnés par l'État au profit des producteurs parce que étaient concernés uniquement les engrais destinés à la riziculture. Aujourd'hui, tous les engrais sont subventionnés, aussi bien ceux qui sont destinés au maraîchage. L'État a augmenté la taxe sur les produits, sur 4 produits maraîchers importés pendant 4 mois, c'est-à-dire la pomme de terre, la tomate, l'oignon et la carotte. Donc pendant 4 mois, tous les produits importés de ces 4 spéculations sont surtaxés à 39% au lieu de 13% pour encourager les producteurs nationaux à produire du 1er janvier au 30 avril. Aujourd'hui, le gouvernement envisage d'augmenter cette période pour l'amener à 6 mois afin de pouvoir assurer l'approvisionnement du marché à partir des productions nationales. Cette expérience a été réussie dans la mesure où nous n'avons pas connu de rupture d'approvisionnement du marché pendant ces 4 mois et nous avons stabilisé aussi les prix de ces denrées pendant la durée de Ramadan à des niveaux relativement stables et moins chers que l'année passée. Donc, les mesures prises par le gouvernement ont eu un impact salvateur. Ils ont mis en confiance les producteurs privés qui ont augmenté leur superficie, qui ont augmenté la gamme de produits qu'ils ont produits sur leur périmètre. Et donc, ils ont investi le marché national à la place des produits importés qui étaient réellement très réduits pendant ces 4 mois. On a encore quelques minutes au cours de cette émission. On va revenir à la mécanisation agricole et dans le cadre justement de l'appui à la mécanisation, les tracteurs et leurs accessoires ont été mis à la disposition des conseils régionaux et non aux délégations. Pourquoi ces choix-là? En fait, je voudrais d'abord attirer l'attention sur le fait que nous sommes dans un pays où nous nous sommes engagés sur la voie de la décentralisation. Cette décentralisation, elle doit être de fait. Elle ne peut pas être une décentralisation, une théorie. C'est quoi les délégations régionales? Les délégations régionales sont des démembrements du ministère de l'Agriculture, mais qui sont dans les régions. Aujourd'hui, les services techniques régionaux sont en phase de transition progressive vers les régions, parce que ce sont les régions qui vont progressivement s'occuper du développement. Et il est tout à fait normal que dans le cadre de l'encouragement de la décentralisation, de la progression vers une décentralisation effective, et dans le cadre aussi du rapprochement des services de leurs utilisateurs réels que sont les producteurs, que les tracteurs qui ont été acquis par l'État soient mis à la disposition, en fait pas mis à la disposition, soient transférés aux régions, pas au conseil, aux régions elles-mêmes pour les gérer. Quelles que soient les conditions, toute action entreprise dans le système agricole sont des activités qui relèvent du ministère de l'Agriculture. Qu'elles soient réalisées par la région, par la wilaya, la délégation, c'est un outil. La délégation régionale du ministère de l'Agriculture est un outil local au service de celui qui s'occupe du développement, que ce soit le wali, que ce soit le président du conseil régional. Donc, les tracteurs qui sont mis à la disposition des régions sont des outils de développement agricole qui doivent être utilisés de la même manière que s'ils étaient mis à la disposition du wali ou du délégué régional. Donc, c'est en fait pour encourager et pour faire progresser rapidement la décentralisation et pour que les régions se mettent en position d'acteurs de développement comme elles doivent l'être réellement. Et on va terminer sur la lutte contre les ennemis des cultures. Non, je voudrais juste revenir, avant d'attaquer les ennemis de culture, moi je voudrais revenir sur cette mécanisation. Je voudrais juste dire que actuellement, le ministère de l'Agriculture a mis à la disposition des 10 régions
81 tracteurs équipés de divers outils avec les accessoires nécessaires et que nous avons 109 autres tracteurs qui sont en attente d'être distribués. Nous avons 350 motoculteurs. Nous avons 1000 charrues qui sont déjà là et qui sont disponibles pour être répartis dans les mêmes conditions aux régions pour être exploités, parce que c'est ça qui va permettre d'alléger le travail des producteurs et qui va permettre l'extension des superficies et qui va améliorer la productivité des terres. Et donc, en réalité, cette mécanisation va avoir un impact sur plusieurs fronts. Et donc, surtout dans les cultures pluviales et le maraîchage, où on n'utilisait pas souvent la mécanisation. Voilà. Pour ce qui est de votre autre question concernant la lutte contre les ennemis de culture, le gouvernement a toujours les programmes nécessaires a toujours mis en œuvre les programmes nécessaires pour la protection des cultures contre tous les aléas, y compris les ravageurs. Et ces ravageurs sont combattus de diverses manières. Il y a la lutte mécanique, il y a la lutte biologique, il y a la lutte mécanique, c'est-à-dire le dénichage des oiseaux granivores, la destruction des termites, etc. Et il y a la lutte chimique qui est entreprise en général dans les nids, les centres de nidification et les dortoirs des oiseaux granivores à proximité des zones de production. Et cette lutte contre les oiseaux granivores a connu une évolution parce que par le passé, nous avions une lutte qui s'est réalisée pendant la période de récolte, mais aujourd'hui, cette année, la lutte a été continue tout au long de l'année pour assurer une couverture permanente des zones de culture contre les ravageurs. Voilà, merci beaucoup, M. Mohamed El Ahmed Bennan. Je rappelle que vous êtes le conseiller du ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, chargé du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous très vite. D'ici là, passez d'agréables moments en suivant les programmes de la TVM. Au revoir.